Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite des Maîtres des Ténèbres. Alors si vous arrivez à cette vidéo après avoir vu toutes les précédentes, c'est que vous êtes courageux pour me suivre dans cette aventure, dont j'espère que je vais arriver au bout prochainement. Alors je suis en vue de Holmgar, n'est-ce pas, pour avertir le roi, ici. Et je suis au pied du château, je suppose, enfermé dans un cimetière lugubre, dans des cryptes infestées de morts-vivants. Mais je pense que j'en vois le bout avec une grille. Alors sans plus attendre, eh bien, le paragraphe 284. Vous examinez la herse bloquant la sortie de la crypte. Des siècles d'humidité ont sérieusement endommagé la partie inférieure et les croisillons de fer sont rongés par la rouille. Vous saisissez les barreaux et tirez dessus. Le vieux métal émet un craquement sinistre et tombe quasiment en poussière. En insistant, vous devriez réussir à en arracher assez pour vous faufiler de l'autre côté et échapper ainsi à cet endroit lugubre. Une herse rouillée, habileté 10, endurance 15. Et voyons la suite. Cette épreuve requiert autant de dextérité que de persévérance qu'un combat normal. Vous risquez tout autant de perdre des points d'endurance en raison de la fatigue liée à l'effort qu'il vous faudra fournir pour ôter les barreaux. Si vous sortez victorieux de cette épreuve et que vous avez perdu au maximum 4 points d'endurance, rendez-vous au 532. En revanche, si la perte de points d'endurance est égale ou supérieure à 5, rendez-vous au 235. Alors au niveau feuille de personnage, je l'ai mise à jour. Alors je vous rappelle que j'avais fait une petite boulette par rapport à ma maîtrise du poignard sur la vidéo précédente. Donc je passe de 11 à 15 points de vie. Et au niveau de mes objets, eh bien, c'est pas très bien écrit, mais je vais vous le relire. Un rouleau de corde, 2 potions de l'Hommsur plus 4 points de vie, un cristal de bataille, une potion de l'Hommsur qui comporte 2 doses, c'est important pour le nombre de jets, et enfin une bobine de fil et une canne à pêche, dont je me débarrasserai dès que ce sera nécessaire. J'ai un repas, si c'est nécessaire. Ça me fait combien d'objets? Ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 8. Voilà. Et puis un bouclier caille plus 2 points d'habileté, une clé en orcaille dont peut-être je peux me séparer, un pendentif de l'étoile de cristal qui me permet de retirer un dé par aventure et une clé en or. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, allez, sans plus attendre, ce premier combat. Alors, coefficient d'attaque. Essayer de ne pas se tromper ce coup-là. Donc, est-ce que je peux utiliser la puissance psy sur une herse rouillée, à votre avis? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, cette affaire. Il faut que je relise le paragraphe puissance psy, si vous m'autorisez quelques instants, n'est-ce pas? Qu'on me dise si ça peut être utilisé. Alors, je l'ai loupé, évidemment. Cette technique permet au Seigneur Kai d'attaquer un ennemi en se servant de la force de son esprit. On peut l'utiliser en même temps qu'une arme de combat habituelle, et l'on dispose alors de 2 points d'habileté supplémentaires. Cette puissance psychique, cependant, n'est pas forcément efficace avec toutes les créatures. Il se peut que certaines d'entre elles y soient insensibles. Si le cas se présente, vous en serez averti au cours de notre mission. Écoutez, ça ne me paraît pas tellement fluff que d'utiliser ça. Donc je ne vais pas utiliser, ce qui m'amène donc à 21 en habileté. Donc ça fait de toute façon la dernière colonne. Donc ça devrait être assez facile. Et voici un premier jet de dés pour cette partie. Alors ça nous fait 7 et 7 avec la dernière colonne, n'est-ce pas? Ça nous fait ennemi moins 18, loup solitaire moins 0. Donc c'est assez facile comme combat. Est-ce que c'était prévu pour je ne sais pas. Rendez-vous au 532. 532. Vous avez réussi à ménager dans la herse une brèche assez large pour que vous puissiez vous y faufiler. Pour vous glisser par l'étroite ouverture et emprunter le couloir de l'autre côté, rendez-vous au 31. 31. La galerie ne tarde pas à déboucher dans une grande salle dont le sol, les murs et même le plafond sont gravés de motifs anciens. Au fond, un escalier de pierre grimpe jusqu'à une porte monumentale. 2 chandelles noires, placées de part et d'autre des marches, diffusent une faible lumière surnaturelle,
Vous remarquez qu'aucune cire ne coule le long de ces bougies et en vous approchant, vous constatez qu'aucune chaleur ne s'en dégage. Pressé de quitter au plus vite ce sinistre tombeau, vous inspectez la porte, espérant y trouver un loquet. Une broche ouvragée semble faire office de système de fermeture, mais vous repérez également un trou au centre de la plaque de serrure vétuste. Si vous possédez la discipline caille de la maîtrise psychique de la matière et souhaitez y recourir, 212. Si vous détenez une clé en or et désirez l'introduire dans la serrure, au 505. J'ai effectivement une clé en or et je vais l'introduire dans la serrure au 505. On peut supposer que si on me propose, c'est que c'est bon signe. Vous insérez la clé d'or avec moult précautions et la tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Durant plusieurs secondes, vous retenez votre respiration, puis vous entendez un cliquetis sourd et exhalez un soupir de soulagement. La clé a fonctionné. Ayant réussi à déverrouiller la porte, vous saisissez la broche de sécurité et la faites coulisser vers le haut pour la libérer des crochets qui la maintiennent. Au bout de quelques instants, vous entendez le grincement de petits rouages de pierre qui se mettent en branle. Puis l'imposante porte de granit au gond invisible pivote vers vous. Effacez la clé d'or de votre feuille d'aventure. La clarté maussade et grise qui baigne le cimetière pénètre dans le caveau. De l'autre côté de la porte, une petite volée de marche, envahie par les ronces et les herbes noires, grimpe vers la surface. À coups de lame, vous taillez un chemin à travers cette végétation hostile qui vous égratigne les jambes et le dos des mains. Vous perdez un point d'endurance. Quand enfin vous émergez de nouveau, vous vous retrouvez dans la nécropole, non loin d'un sentier étroit, coincé entre deux mausolées de pierre noire. Vous jetez un coup d'œil par le trou dont vous venez de vous extraire et voyez la porte se fermer lentement. C'est alors qu'un rire inhumain et cruel semble s'élever de sous vos pieds. Il résonne dans le cimetière enveloppé de brume. Vous sentez vos cheveux se dresser sur votre tête. Cédant à la panique, vous vous écartez et détalez aussi vite que possible en direction de la porte sud de cette nécropole maudite. Rendez-vous au 87 dès que j'aurai effacé ma clé en or et perdu un point d'endurance. Ce qui m'amène à 14. Et un petit coup de gomme sur la clé en or. 87. Il couine un petit peu mon porte-livre, peut-être que faut que je mette de l'huile. 87. À l'instant précis où vous franchissez la porte sud du cimetière, vous vous sentez comme libéré d'un grand poids. L'air plus pur assainit vos poumons et votre esprit. La profonde angoisse qui ne vous a pas quitté depuis que vous avez pénétré dans la nécropole a disparu comme par enchantement. Vous avez réussi à vous échapper de ce monde lugubre. Revigoré par cette victoire, vous vous mettez à courir à petite foulée vers le camp entourant Holmgard. Une haute palissade, construite en rondins, l'encercle complètement. Ouvrage défensif courant en parallèle le long des remparts de la ville. Alors que vous vous dirigez vers un poste de garde, vous commencez à entendre des acclamations enthousiastes. Qu'Ishir et Kai soient loués. Les sentinelles vous ont identifié malgré votre apparence douteuse et loqueteuse. Votre cape est en lambeaux, votre visage écorché et maculé de sang et vous êtes couvert de la tête aux pieds de la poussière grise du cimetière des anciens. Ce n'est que lorsque vous pataugez dans un ruisseau peu profond, à moins de 100 mètres du poste, que vous mesurez pleinement l'horreur de la rencontre que vous venez de faire dans la nécropole. Votre cœur se met à cogner dans votre poitrine et votre visage devient d'une lividité cadavérique, tandis qu'une violente nausée vous tord l'estomac. Le traumatisme et l'épuisement ont raison de vos ultimes forces. La dernière chose dont vous avez conscience avant de vous évanouir, c'est l'expression d'inquiétude des deux soldats semerlandois qui ont accouru pour vous secourir et vous reçoivent dans leurs bras. Rendez-vous au 406. Eh bien les amis, je crois que nous avons atteint Holmgard, ce qui n'était pas gagné d'avance pour ce deuxième essai. Lorsque vous revenez à vous, vous constatez que vous êtes étendu sur une couchette à l'intérieur d'un poste de garde,
non loin de l'ouverture bloquée par le chariot. L'un des soldats qui vous ont soutenu quand vous avez perdu connaissance est maintenant agenouillé à votre chevet, une gourde d'eau dans la main. Il approche de vos lèvres craquelées et vous invite à boire. L'eau fraîche étanche votre soif et dissipe votre mal de tête. Vous récupérez 1 point d'endurance. Alors que vous vous redressez dans l'intention de vous lever, un sergent épuisé par la bataille pénètre dans le poste de garde et reconnaît immédiatement votre cape et votre insigne de rancaille. « Où sont les cailles, monseigneur » s'enquiert-il d'un ton respectueux. « Nous avons désespérément besoin de leur science de la guerre et de leur commandement. L'ennemi nous pilonne surtout au niveau de la palissade nord et nous déplorons déjà de nombreuses pertes humaines. » Vous l'informez du triste sort qu'a subi votre ordre et de l'impérieuse nécessité qui est la vôtre d'avertir le roi de cette catastrophe. Visiblement sous le choc à l'annonce de la nouvelle, le sergent intime d'un geste aux soldats de regagner son poste sur le rempart extérieur. Il vous prie ensuite de le suivre, tandis qu'il se met en quête de l'officier supérieur. Il finit par le trouver en train de superviser la consolidation de la barricade constituée de péniches. Quand vous racontez au jeune lieutenant à la chevelure blonde ce qui est arrivé et comment vous êtes parvenu seul jusqu'ici, il semble atterré. D'une main tremblante, il fait signe à son sergent d'aller quérir 2 chevaux. En attendant, il sort de son sac à dos des vivres et du vin qu'il vous offre généreusement, ce qui vous octroie 3 points d'endurance supplémentaires. Vous achevez le repas quand le sergent revient avec 2 monteurs harnachés. Le lieutenant vous invite à le suivre. Ensemble, vous vous mettez en selle et traversez le camp au galop en direction de la porte principale de Holmgard. Rendez-vous au 179. 4 points d'endurance, voilà qui vont me faire du bien. Je repasse à 18. 179. Entre la palissade en rondin et les remparts de la capitale s'étend une vaste zone déboisée connue sous le nom de l'enclos de Holmgard. Les taudis et les masures délabrées qui sont disséminés dans ce camp sont habituellement occupés par de petits délinquants et les rebuts de la société. En règle générale, ces mécréants échouent ici après avoir été chassés de la ville, en punition des délits et infractions qu'ils ont commis. L'enclos de Holmgard a toujours eu une réputation sulfureuse. Pour l'heure, il accueille pourtant une foule de personnes ravies de pouvoir y séjourner. Ce sont pour la plupart des fermiers et des villageois qui ont fui leur foyer dans les campagnes alentours et convergé à Holmgard pour trouver refuge derrière ces hautes murailles. Mais la capitale, bondée, n'a plus la capacité d'héberger des réfugiés supplémentaires, et ceux à qui elle refuse d'offrir l'asile n'ont nulle part où aller. La grande route qui mène au corps de garde principal est encombrée par une véritable marée humaine qui grossit d'heure en heure, engendrant un désordre indescriptible. Les réfugiés de Torrent commencent à affluer à pied, à cheval ou en chariot. Dans ce tohu-tohu, les sergents de la garnison de Holmgard tentent désespérément de dégager la route, unique voie d'accès permettant à des effectifs militaires de venir en renfort dans la bataille qui fait rage au niveau de l'enceinte nord. Il vous faut près d'1 heure pour traverser le camp en compagnie du jeune officier, soit moins de 3 kilomètres. Quand vous parvenez enfin à proximité de l'arche majestueuse de la Barbacane, vous contemplez avec admiration les splendides murailles et tours de Holmgard, lesquelles résistent depuis des siècles aux ravages du temps et des guerres. Salués par les gardes qui ont fort à faire pour s'acquitter de leur mission, vous franchissez le passage voûté qui se prolonge sur une centaine de mètres avant de déboucher sur la place de Vinas. Cette somptueuse esplanade, renommée pour son dallage de marbre rose du Palmyrion, sert normalement de place du marché. Aujourd'hui, elle est prise d'assaut par des gens dans une situation si désespérée que la beauté des dalles est le cadet de leurs soucis. Vous avez presque atteint le centre de la place de Vinas quand le lieutenant est sommé de s'arrêter par un autre officier à cheval. Ses épaulettes rouge vif et or le désignent comme un capitaine de cavalerie de la garde royale. Il ordonne, sans embâche à votre compagnon, de regagner la palissade d'enceinte.
Celui-ci tente d'expliquer la raison de votre présence ici, mais le capitaine ne veut rien entendre. Rejoignez immédiatement votre poste ou je vous ferai pendre pour désertion et lâcheté. Le lieutenant lui adresse un salut militaire puis se tourne vers vous. Bonne chance, jeune Kai. Puis il repart vers le corps de garde, se frayant difficilement un chemin parmi la cohue. Le capitaine hurle à la foule de s'écarter et s'éloigne dans la direction opposée, vers une large avenue située à l'autre extrémité de la place. Au bout de cette artère, par-delà les toits, vous apercevez la tour de la citadelle royale. Si vous voulez essayer de suivre le capitaine, rendez-vous au 4. Si vous jugez que vous aurez plus de chances de parvenir à la citadelle royale par vos propres moyens ou en empruntant un itinéraire différent, rendez-vous au 203. J'hésite un peu. Cet officier me paraît très, très vindicatif et j'hésite à le suivre pour tout vous dire. Je vais peut-être chercher à rejoindre le roi par mes propres moyens. J'espère que je ne fais pas une erreur. Je vais en 203. Vous vous frayez difficilement un chemin à travers la marée humaine qui ne cesse de déferler dans l'avenue principale, et vous dirigez vers la citadelle qui se dresse au loin. C'est alors que retentissent les premiers cris de Krans, lesquels tournoient très haut dans le ciel. Cédant à la panique, habitants et réfugiés se mettent à courir en tous sens. Dans la mêlée, un objet vous est volé dans votre sac à dos. Si vous n'avez plus de sac à dos ou si celui-ci ne contient plus aucun objet, vous perdez une arme. N'oubliez pas de modifier votre feuille d'aventure en conséquence. Ah, et comment choisit-on cet objet, chers amis? Une petite approximation des règles. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? Un rouleau de corde, 2 potions de lampsure, un cristal de bataille, une potion de lampsure de 2 doses, une bobine de fil, une canne à pêche et un repas. Bah, vous savez quoi, je vais perdre le repas. Hein. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais au pire, je perds la bobine de fil ou la canne à pêche, qui de toute façon, je pense, ne me serviront qu'à me nourrir. Bah, écoutez, j'efface le repas. Ça ne me paraît pas abusif, puisque ça occupe la place d'un objet dans le sac à dos. Allez. Vous finissez par atteindre un carrefour où l'avenue principale est coupée par une autre grande artère du nom de rue de Hague. Vous essayez de le franchir quand une charrette tirée par un cheval emballé passa tout à l'heure derrière vous. Le moyeu de la roue vous heurte et vous expédie tête la première sous un porche. Vous percutez la porte verrouillée d'une boutique et tombez à genoux, étourdi et contusionné. La violence du choc vous coûte 2 points d'endurance. Alors que vous vous relevez péniblement, la porte s'ouvre brutalement, laissant apparaître un vieil homme décrépit, brandissant un couteau à viande tout rouillé. « Je vous ai déjà prié de déguerpir de mon échoppe, se met-il à hurler. Je vous avais prévenu. Ne me dites pas que je ne vous ai pas averti. » Puis, sans autre préambule, il effectue un grand geste du bras avec l'intention manifeste de vous taillader le visage. Vous esquivez de justesse l'épaisse lame qui manque de peu de vous trancher le bout du nez. La peur a rendu cet homme fou allié. Son regard de dément vous indique qu'il est bien décidé à vous tailler en pièces. Si vous choisissez de l'affronter, rendez-vous au 89. Si vous jugez préférable d'éviter la confrontation, au 324. Alors je perds 2 points d'endurance pour commencer et je passe à 16. Je vais évidemment éviter la confrontation. Je ne vois pas l'intérêt de me débarrasser d'un fou furieux. Est-ce le bon choix? Nous ne le saurons pas. Vous vous éloignez précipitamment le long de l'avenue jusqu'à ce qu'elle devienne si encombrée que vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes contraint de rebrousser chemin sur plusieurs mètres et de vous engager dans une ruelle en espérant qu'elle vous mènera à une artère plus calme. De petites maisons mal entretenues flanquent ce passage étroit et les auvents de leurs toits de tuiles plongent leurs porches dans une ombre permanente. Au bout de la ruelle, une porte de couleur verte attire votre attention.
Contrairement aux autres, elle a été repeinte récemment. Une enseigne au-dessus indique Colanis, sage et herboriste. Si vous souhaitez entrer dans cette échoppe, rendez-vous au 129. Je vais évidemment rentrer dans cette échoppe, mais comme je n'ai pas de sous, ou pas grand-chose, il faut que je regarde, mais je crois que j'ai plus rien. Vous poussez la porte qui grince et découvrez une petite échoppe sombre et humide. Des livres et des flacons de toutes les tailles et de toutes les couleurs encombrent une multitude d'étagères qui tapissent les murs du sol au plafond. Alors que vous refermez la porte derrière vous, un petit chien noir se met à japper après vous et un homme chauve surgit de derrière un grand paravent. Il vous souhaite la bienvenue et s'enquiert de la raison de votre visite. Puis il vous propose un choix d'articles exposés sur le comptoir surmonté d'une vitrine. Si vous maîtrisez la discipline caille du sixième sens, rendez-vous au 292. Si vous souhaitez examiner ces articles de plus près, rendez-vous au 213. Si vous préférez décliner son offre, vous pouvez regagner l'avenue principale et tenter une nouvelle fois de vous frayer un chemin dans la cohue. Eh bien écoutez, je vais peut-être examiner les articles. Alors j'ai 2 pièces d'or pour vous renseigner, ça ne va pas être lourd. Rendez-vous au 213. Est-ce que c'est pas un attrape-nigo? Voici Colanis, herboriste de son état et propriétaire de cette échoppe. Est-ce qu'il vous inspire confiance, cet herboriste? Il semble avoir un sourire vaguement amical, en tout cas pas hostile. Ça paraît sérieux, en tout cas. L'homme se présente sous le nom de Colanis, herboriste de son état et propriétaire de cette échoppe. Il vous propose un choix de potions spéciales. Les unes découplent votre force et vous rendent invisible. Les autres vous octroient une rapidité fulgurante ou le pouvoir de devenir une forme gazeuse. L'herboriste ouvre ensuite le dernier tiroir du comptoir. À l'intérieur se trouve une magnifique baguette magique aux manches noires et turquoises incrustées de minuscules pépites d'or. Il vous révèle que cette arme puissante est capable de vaincre toutes les créatures maléfiques et qu'elle vous garantit l'invincibilité face aux flèches et aux lames lors des combats. Il marmonne quelques mots inintelligibles tout en désignant les inscriptions mystiques qui ornent l'extrémité en ébène. Si vous souhaitez vous pencher par-dessus le comptoir pour tenter de déchiffrer ces inscriptions étranges, rendez-vous au 70. Si vous voulez lui demander de vous en dire plus au sujet de ces potions, 346. Je ne vais pas me pencher par-dessus le comptoir pour déchiffrer ces inscriptions, ça me paraît suspect. Je vais aller au 346. Finalement, est-ce que j'ai bien fait d'accepter l'invitation? J'en suis de moins en moins sûr. L'homme se contente de vous répéter exactement la même chose. Lorsque vous l'interrogez sur le prix, il devient agité. Quelle importance, vous répond-il sur un ton étonnamment froid et distant. C'est alors que derrière vous, le paravent se renverse brusquement et qu'un jeune homme bondit, tel un diable hors de sa boîte. Il est armé d'un long poignard à la lame courbe. L'instant d'après, il est sur vous et vous allez devoir le combattre pour survivre à l'attaque de ce fou furieux. Vort, le psychopathe, habileté 13, endurance 17. Si vous remportez la victoire en 4 assauts, voire moins, rendez-vous au 133. Après 5 assauts, interrompez le combat et rendez-vous au 299. Alors lui, il va prendre la puissance psychique, il n'y a pas de doute. Donc ça fait 23 moins 13, ça fait plus 10, c'est l'avant-dernière colonne. Plus 10, et donc il a 17 en endurance. Allez, vous êtes avec moi, j'espère que vous êtes avec moi, et que vous êtes toujours là. 7, alors que je cherche, 7, ça nous fait moins 16 pour l'ennemi, et moins 0 pour loup solitaire. Je l'ai eu en un coup. Alors je dois avouer que ces combats, là, la grille plus Vort le psychopathe me paraît beaucoup plus facile que les Glocks que j'ai rencontrés jusqu'à présent, assez curieusement. Donc 133. Voyant que vous avez tué son fils, l'herboriste tourne les talons et décampe par une porte située au fond de l'échoppe. Vous vous ruez à sa fuite, mais constatez très vite que la porte en question a été verrouillée de l'extérieur.
Maudissant ce lâche, vous revenez sur vos pas et entreprenez de fouiller les vêtements du cadavre. Vous trouvez, caché à l'intérieur de son gilet, un avis de recherche sur lequel figure le portrait de votre victime et du vieil homme qui vient de s'enfuir. Le texte imprimé les désigne comme Mordral l'assassin et Vort son fils psychopathe. Cette fois, c'était au tour de Vort de commettre un meurtre. Son père lui avait donné l'ordre de trancher la gorge de la prochaine personne ayant la mauvaise idée de pousser la porte. En furetant dans les shops, vous découvrez un poignard. 12 pièces d'or dans une bourse que Mordral a perdue lors de son départ précipité et 4 autres pièces d'or dans un coffret en bois derrière le paravent. Vous faites une autre découverte, plus sinistre. Lorsque vous descendez dans la cave où règne une forte humidité, le véritable propriétaire de cette officine, étendu raide mort, il a été tué par Mordral et son dément de fils dès leur arrivée 2 jours plus tôt. Il cherchait désespérément un endroit où se cacher pour échapper au bailli de Holmgard, les forces armées chargées de faire respecter la loi dans les rues de la capitale. Ils avaient prévu de quitter la ville la nuit dernière et de rallier le port de Ragadorn, dans le pays sauvage, mais l'invasion a contrecarré leur plan. En examinant les potions et les baguettes magiques, vous vous rendez compte qu'elles n'ont rien d'authentique. En fait, la boutique est pleine de contrefaçons et de remèdes de charlatans. Frustré et en colère, vous quittez les shops en claquant la porte grinçante derrière vous. Vous vous retrouvez dans l'avenue principale. Alors que vous attendez le bon moment pour vous joindre à la marée humaine, vous remarquez sur le mur au-dessus de vous un panneau indiquant Allée des ombres. Il s'agit de votre première, et du moins l'espérez-vous, dernière visite dans le quartier le plus malfamé de Holmgard. Rendez-vous au 9. Alors je vais me rajouter 16 pièces d'or si vous m'y autorisez, ce qui m'amène à un total de 18. J'ai bien fait de ne pas me pencher sur le paravent, je pense que le combat aurait été beaucoup plus difficile et hasardeux. Alors le 9, c'est ici. Pendant ce qui semble durer une éternité, la foule compacte vous entraîne comme une feuille portée par un courant nonchalant. Vous essayez désespérément de garder les pieds au sol, mais cette pénible épreuve vous a affaibli. Vous avez la tête qui tourne et les jambes aussi lourdes que du plomb. Emporté irrésistiblement, vous passez devant une vieille auberge à colombage, quand soudain vous apercevez un escalier étroit en pierre qui grimpe jusqu'au toit de cette vénérable taverne. Dans un ultime effort, vous parvenez à vous arracher à la cohue et gravissez les marches. Vous vous arrêtez à mi-hauteur afin de reprendre votre souffle et de soulager vos membres douloureux. Puis vous poursuivez votre ascension jusqu'au sommet. À cette hauteur, une vue magnifique sur les toits et sur les flèches de Holmgard s'offre à votre regard. La rotonde vertigineuse de la citadelle royale étincelant de mille feux sous le soleil printanier. Les maisons et autres bâtiments de ce vieux quartier sont serrés les uns contre les autres, de sorte qu'il n'est pas impossible de sauter de toit en toit. D'ailleurs, bon nombre d'habitants de Holmgard empruntaient autrefois ce chemin des toits, ainsi qu'ils l'appellent, lorsque les pluies diluviennes d'automne rendaient les parties non pavées des rues trop boueuses pour que les piétons puissent y circuler. Toutefois, en raison de la fréquence des chutes et des accidents mortels, un décret royal en a interdit l'accès en l'an PL 5029. Après mûre réflexion, vous choisissez néanmoins de vous y aventurer, car compte tenu du chaos ambiant, cet itinéraire représente sans doute votre unique possibilité de rejoindre le siège royal. Vous traversez une succession de toits et bondissez par-dessus plusieurs ruelles sans trop de difficultés. Vous n'êtes plus qu'à une rue de la citadelle quand le pâté de maison s'interrompt brusquement. Une artère beaucoup plus large que les précédentes les sépare du suivant. Jamais encore vous n'avez effectué un tel saut à une telle distance. Vous hasardez un coup d'œil et voyez une multitude de têtes, des centaines en vérité, plus de 15 mètres en contrebas. Voici la vue avec une splendide illustration. Et je suppose qu'on va dans ces directions. Votre estomac se noue. Vous reste-t-il assez de force dans les jambes pour atteindre l'autre côté de ce gouffre béant? Animé d'une inébranlable détermination, vous décidez de tenter votre chance.
Vous êtes allé trop loin pour reculer maintenant. Le sang vous martelant les tempes, vous vous mettez à courir, puis vous vous élancez au-dessus du vide, les yeux rivés sur la partie plane de la toiture où vous comptez atterrir. Utilisez la table de hasard. Si votre total d'endurance est égal ou supérieur à 10, ajoutez 1 au chiffre tiré. S'il est inférieur à 5, déduisez 1. Si le résultat obtenu est inférieur à 3, rendez-vous au 151. S'il est égal ou supérieur à 4, rendez-vous au 34. On va essayer de ne pas faire un mauvais chiffre, chers amis. 3. Eh bien, 3 plus 1 égale 4. J'ai eu chaud. Le 4. Alors, le bon paragraphe était le 200. Autant pour moi, les amis. Quel aventurier n'a jamais fait d'erreur? Le médecin vous conduit à la salle du conseil, somptueusement décorée d'œuvres d'art et des étendards de la maison d'Ulnar. Les gardes autorisent votre guide à entrer afin qu'il annonce votre visite au souverain et sollicite une audience. Quant à vous, il vous prie d'attendre dans l'antichambre. Lorsque le médecin réapparaît, il vous informe que le roi l'a chargé d'une course. Vous serez donc seul. Il vous souhaite bonne chance et, d'un geste, vous invite à vous approcher de la porte monumentale. Fébrile, vous pénétrez dans la salle du conseil et entendez le lourd battant se refermer derrière vous. Le souverain et son conseiller, le chancelier Galden, sont en train d'examiner une grande carte étalée sur une table de marbre trônant au centre de la pièce. La belle princesse Madelon, la plus jeune fille du monarque, est également présente. Leur visage exprime une forte concentration et une profonde inquiétude. Le roi vous accueille avec solennité et vous demande des nouvelles du monastère Caille. L'ambiance devient de plus en plus lourde à mesure que vous lui relatez par le menu l'attaque du monastère qui a décimé l'ordre et les nombreux dangers qui ont jalonné votre périple jusqu'ici. Une fois votre récit achevé, le roi lance un regard grave à son chancelier et à sa fille. Nous devons nous préparer au pire. Prions Ishir et Caille pour qu'ils nous délivrent du démoniaque maître des ténèbres Zagarna. Au même moment, la porte s'ouvre à toute volée et un chevalier coiffé d'un aume fait irruption. Il est revêtu de la tête aux pieds d'une armure d'argent et par-dessus d'une tunique déchirée et maculée de sang sur laquelle est brodé l'emblème d'un cheval ailé auréolé de 3 étoiles. Rendez-vous au 487. Pelagaio, s'exclame le roi Ulner, je ne m'attendais pas à te voir rentrer aussi vite. Je conclus que tu as accompli ta mission au pont d'Alema. Le prince lève la visière de son aume et adresse à son père un salut militaire. Puis il claque les talons et incline la tête en signe de déférence et de loyauté. Le souverain se tourne alors vers vous et vous observe d'un air à la fois dubitatif et suspicieux. Il semblerait qu'en fin de compte, vos informations ne soient pas si fiables que cela, Seigneur Caille. Je me demande si nous devons vraiment croire ce que vous nous avez raconté. Pelagaio relève la tête et vous jette un regard noir. Il pointe un doigt accusateur dans votre direction. Imposteur, crie-t-il d'une voix dure qui résonne dans toute la pièce. L'accusation formulée par son fils semble désarçonner le roi. Saisissez-vous du caille, ordonne-t-il à ses gardes. Si vous possédez le pendentif de l'étoile de cristal, rendez-vous au 473. Si vous ne détenez pas cet objet spécial, rendez-vous au 113. Alors, j'ai cet objet. Le pendentif en cristal se met à vibrer et à émettre des rayons de lumière jaune qui traversent l'étoffe de votre tunique caille. Intrigué, vous le sortez dessous votre vêtement et l'examinez de plus près. Les ondes lumineuses jaunes proviennent du cœur de la gemme. Père, regardez, s'exclame la princesse Madelon. Il porte un pendentif de la confrérie et le talisman s'est activé. Je ne vois qu'une seule explication à cela, gronde le roi Ulnar en saisissant son épée. Un espion des maîtres des ténèbres se trouve parmi nous.
Tous les regards se tournent vers Pellegaio. Chacun prend soudain conscience que l'étoile de cristal ne s'est manifestée qu'à l'instant précis où le prince a pénétré dans la salle du conseil. Rendez-vous au 288. Je crois, les amis, que je l'ai échappé belle. Le prince écume littéralement de rage et, devant le regard incrédule de l'assistance, s'opère une terrible transformation. La peau de son visage noircit et se flétrit comme dévorée par une flamme invisible. Puis ses yeux se dissolvent et, dans ses orbites, apparaissent à la place deux braises incandescentes cramoisies. Ses dents se mettent à pousser et deviennent aussi longues et acérées que les crocs d'un loup féroce. Le voici représenté sur cette illustration. Effectivement, je crois qu'on va avoir des difficultés. Un monstre d'enfer, s'écrie la princesse Madelon. Qui chie nous vienne en aide. Les soldats de la garde royale vous lâchent pour dégainer leurs épées. N'écoutant que leur courage, ils traversent la salle en courant et se ruent sur la créature hideuse. Celle-ci ne cherche pas à se protéger de leurs coups, pas même lorsque les pointes des lames aiguisées s'enfoncent dans sa tête, ne transperçant aucune chair et ne répandant pas la moindre goutte de sang. Avec un rire dédaigneux, à vous glacer le sang, le monstre tire à son tour son épée. Mais il ne s'agit pas de celle du prince Pellegaio. Une fois sortie de son fourreau, la lame maléfique se met à briller d'un éclat bleu vif et à émettre une onde glaciale qui vous fait trembler de froid, de peur et de peur. Elle décrit un grand arc de cercle à la manière d'une faux et en un éclair tranche le cou des deux gardes, décapités sur place. Si vous maîtrisez la discipline caille du bouclier psychique, rendez-vous au 429. Je maîtrise le bouclier psychique. 429. Le monstre d'enfer vous expédie une puissante décharge psychique. Vous réagissez juste à temps pour protéger votre esprit contre ces effets dévastateurs qui effectivement s'atténuent puis se trouvent réduits à néant. La créature ne s'attendait pas à une telle résistance psychique et sa surprise est presque palpable. Rendez-vous au 382. La princesse Madelon court vers son père qui est battu en retraite pour se réfugier derrière son trône. Quant au chancelier Galden, il fait une tentative désespérée pour atteindre la porte principale dans l'intention d'appeler les gardes de la citadelle à la rescousse. Moins d'une dizaine de pas le séparent encore de son but quand le monstre d'enfer sort un poignard de sous la tunique du prince Pellegaio. La lame est filée comme une aiguille et émet une lueur maléfique écarlate. La redoutable créature ne se donne pas la peine de viser le chancelier avec précision, elle se contente de lancer son arme en l'air. Celle-ci décrit un arc et au moment où elle atteint le sommet, elle change subitement de trajectoire et file droit sur le dos de Galden à la vitesse d'une flèche. Elle l'atteint à la nuque, tranchant la moelle épinière entre la deuxième et la troisième vertèbre. Le chancelier meurt avant même que son corps ait touché le sol de marbre. Rendez-vous au 13. Se tournant vers le roi Ulner et la princesse Madelon, le monstre d'enfer leur propose le marché suivant. Donnez-moi le caille et j'épargnerai vos vies. Si vous souhaitez vous livrer au monstre d'enfer afin de sauver votre souverain et la princesse, rendez-vous au 523. Si vous jugez bon d'objecter qu'une telle offre n'est qu'un sadique marché de dupes, car cette créature surnaturelle est incapable de faire preuve de clémence vis-à-vis d'êtres humains, rendez-vous au 138. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une petite sauvegarde? Ça serait, de mon point de vue, ma deuxième. Allez, je vais juste regarder ma feuille de personnage avant de faire ce choix qui me paraît assez délicat. Voici, donc 15 points de vie, et puis etc. Hop. Allez, alors je vais bien sûr ne pas me livrer à cette créature surnaturelle. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi avec ce choix. J'espère. 138. Le roi Ulnar abonde dans votre sens. Vous devez nous prendre pour des naïfs et des couards, lâche-t-il sur le ton du mépris. Si vous pensez que nous allons croire un seul mot d'un larbin de Zargarna, il approche sa main de la couloir gauche de son trône et y ouvre une petite trappe secrète.
Celle-ci cache un minuscule levier qu'il s'empresse d'actionner. Une alarme se déclenche aussitôt dans l'antichambre, sommant la garde personnelle du souverain d'accourir dans la grande salle du conseil. Le monstre d'enfer réagit en se précipitant vers la porte fermée pour la verrouiller à double tour. Ce faisant, il vous tourne le dos. Vous sautez sur l'occasion pour l'attaquer. Non loin de vous, 2 arbalètes de chasse et un carquois rempli de carreaux sont accrochés au mur. Vous saisissez l'une d'elles, bandez la corde d'acier, insérez un carreau et visez. Utilisez la table de hasard. Si vous possédez la maîtrise des armes, quelle que soit l'arme, ajoutez 1 au chiffre tiré. Si le résultat obtenu est inférieur ou égal à 2, rendez-vous au 313. S'il se situe entre 3 et 5, rendez-vous au 549, supérieur à 6, 106. Alors, qui n'aura pas pris une maîtrise d'une arme, je pense, sur ce loup solitaire? Ça me paraît... Mais pourquoi pas, après tout. Alors, j'ai fait un 5 plus un 6, et là encore, j'ai le meilleur résultat de très peu. Je me rends au 106. Ça marche bien, hein, au niveau des dés. Le carreau d'arbalète cloue la main squelettique du monstre d'enfer au panneau de la porte. Poussant un hurlement de rage et de frustration, les créatures tentent de s'y libérer. Si vous voulez profiter de l'occasion pour dégainer votre arme et l'attaquer, rendez-vous au 100. Si vous jugez préférable de recharger l'arbalète pour décocher un second trait, rendez-vous au 445. Je vais décocher un second trait. 445. J'espère que vous me suivez sur ce coup-là. 445. Vous vous empressez de bander à nouveau la corde métallique et de sortir un second carreau d'arbalète du carquois. La porte de la salle du conseil tremble sous les coups des gardes de la citadelle qui, avertis par l'alarme, tentent de l'enfoncer. Vous visez le visage repoussant du monstre d'enfer et décochez précipitamment le trait qui, cette fois, n'atteint hélas pas sa cible, mais passe en sifflant à côté de son crâne et va se ficher dans la porte. La créature vous lance un regard chargé de haine. Saisit le projectile à pleine main et l'arrache du panneau de chêne. Puis elle lève le poing et le lance sur vous avec une force prodigieuse. Utilisez la table de hasard. Si vous maîtrisez la discipline caille de la chasse, ajoutez 2 au chiffre tiré. Je maîtrise la chasse, fort heureusement. Ça me donne un 4. 4 plus 2 égale 6. 515. Vous bondissez sur le côté afin d'esquiver le projectile lancé à pleine vitesse, dont la pointe en acier trempé vous érafle néanmoins le cou, arrachant au passage un lambeau de peau. Vous perdez 2 points d'endurance, rendez-vous au 250. Alors, j'étais pas à 15 j'avais récupéré à 8 points de vie, j'avais oublié de noter. Donc, j'étais à 23 et je passe à 21. Rendez-vous au 250. Le monstre d'enfer s'avance vers vous, une lueur meurtrière au fond de ses yeux diaboliques. À présent, la porte de la salle tremble violemment sous les coups de boutoir implacables des gardes du roi, et des éclats de bois volent en tous sens. La créature lève son épée et l'aura bleue glaçante autour de sa lame s'intensifie. La princesse Madelon s'écarte de son père pour se précipiter vers la porte de la salle. Vous en déduisez qu'elle va s'efforcer de l'ouvrir, mais contre toute attente, elle stoppe net à côté du corps sans vie du chancelier Galden, s'agenouille et extrait la lame écarlate du poignard de son cou. Cette bête malfaisante ne peut être anéantie que par une arme magique, guerrier Caille, s'écrie-t-elle. Vous devez utiliser ce poignard. Sur ces mots, elle fait glisser l'arme en question sur le sol de marbre dans votre direction. Le monstre d'enfer tente de l'intercepter à l'aide de la lame de son épée. En vain. Vous voyez alors une fugace lueur de peur traverser son regard cramoisi. Le poignard s'arrête juste au niveau de votre pied. Vous vous penchez et le saisissez par le manche. Inscrivez-le sur votre feuille d'aventure en tant que poignard de monstre d'enfer. Il se substitue à votre arme actuelle. Inquiet de vous voir désormais en possession d'une arme capable de le détruire, le monstre d'enfer pousse un hurlement redoutable et se rue sur vous en faisant tournoyer sauvagement sa lame bleue au-dessus de son horrible tête squelettique. Si vous maîtrisez la discipline du bouclier caille, rendez-vous du bouclier psychique
Kai, rendez-vous au 94, sinon le 474. Alors je vais supprimer mon marteau de guerre +1. Et donc je rajoute un poignard monstre de l'enfer. Et voilà. Je vais donc au 94. Le poignard écarlate émet une onde de chaleur dans votre paume alors que vous esquivez en vous baissant le premier coup porté par le monstre d'enfer. L'agilité constitue votre unique avantage face à ce redoutable adversaire. Aussi, enchaînez-vous les feintes et les déplacements rapides, tandis que la cruelle créature fend l'air de son épée dans l'espoir d'atteindre votre silhouette insaisissable. Alors, le poignard du monstre d'enfer est une arme ensorcelée qui vous octroie 2 points d'habileté supplémentaires contre les ennemis morts-vivants. Si vous sortez victorieux de cette lutte à mort, rendez-vous au 550. 22 points d'habileté et 30 en endurance. Alors, +2 mort-vivant. Je le note parce que je vais l'oublier. Donc, ce qui me donne combien? Donc, je ne peux pas utiliser mon poignard Kai. Je vais donc utiliser ce poignard d'enfer. Donc 16 plus 2 de maîtrise des poignards, que je vais compter puisque c'est un poignard. Plus 2 de la puissance psy, plus 2 pour le bouclier Kai, plus 2 pour le poignard d'enfer, ce qui me donne 24. 24, et donc ça va être très difficile. Hein. Ça va être très difficile. Donc 24, donc j'ai donc plus 2 de coefficient d'attaque. Et lui a 30 points d'endurance. Donc moi, je vous rappelle que je suis à 21. Allez, début du combat. Ça doit être le boss, enfin je pense. Premier round. 4. 4, et j'ai donc plus 2. Moins 7 pour lui, moins 3 pour moi. Je passe à 18. Et lui passe à 23. Deuxième jet de dés. 3, ça ne s'améliore pas. 3 avec donc un plus 2, ça nous donne moins 6 pour lui et moins 3 pour moi. Je passe à 15 et lui 17. 2, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. 2, moins 5 pour lui et moins 4 pour moi, je passe à 11 et lui à 12. Allez, un petit 10. 7, ça va mieux. 7, ça fait moins 1 pour l'eau solitaire et moins 10 pour lui, je passe à 10. Et j'ai dit combien pour lui 7, moins 10, ça fait qu'il lui reste 2 points, c'est le dernier assaut. 7. 7 à nouveau, moins 1 pour l'eau solitaire qui passe à 9. Et lui est tué, il s'écroule dans un gargouillis agonisant. Le monstre d'enfer. Le nom n'est pas très original, ça fleure bon les années 80, mais quel plaisir de retourner les années 80, pour vous aussi j'en suis sûr. Donc le 550. C'était forcément le boss, c'est pas possible. Vous plongez le poignard écarlate dans le crâne du monstre d'enfer. Le coup est fatal. Cette hideuse créature métamorphosée pousse un cri terrifiant avant que la tête implose et que son corps s'effondre sur le sol. Puis, très vite, son squelette se désagrège jusqu'à ce qu'il ne reste plus du monstre et du poignard écarlate qu'un amas de fine poussière à l'intérieur de l'armure d'argent du prince Pellegaio. Pensez à supprimer le poignard du monstre d'enfer de votre feuille d'aventure. Le roi Ulnar et la princesse Madelon accourent pour vous serrer dans leurs bras et vous féliciter pour la dextérité fantastique avec laquelle vous avez terrassé ce redoutable ennemi. Vous avez combattu avec une bravoure et une adresse dignes d'un maître caille. Votre intervention a permis d'arracher tant le roi que sa fille des griffes d'un serviteur maléfique du maître des ténèbres Zagarna, leur épargnant une mort certaine et atroce. Nous
nous avez pas dit comment vous vous appelez, maître Caille, déclare la princesse Madelon. Des larmes de joie et de soulagement embuent son regard bleu étincelant. Vous vous interrompez, puis au bout d'un bref moment de réflexion, vous ajoutez « Loup solitaire, votre Altesse, je m'appelle Loup solitaire ». Le roi Ulnar tire alors le verrou et une foule de gardes et de dignitaires de la cour, au comble de l'anxiété, s'engouffre par la porte en partie défoncée. Quand il leur raconte ce qui vient de se passer dans cette salle et la manière dont vous les avez défendus, lui et la princesse, contre le monstre d'enfer, tous applaudissent spontanément votre héroïsme. Un large sourire illuminant son visage, le souverain s'approche et saisit votre main droite dans la sienne. Loup solitaire, vous avez démontré un courage désintéressé, la qualité première d'un vrai seigneur Caille. Votre périple ici a été extrêmement périlleux et bien que la funeste nouvelle dont vous êtes le porteur nous affecte profondément, la noblesse de votre détermination nous apporte une lueur d'espoir en ces heures sombres. En vous distinguant ainsi, vous avez honoré la mémoire de vos maîtres. Soyez-en loués. Honneur rare, surtout envers quelqu'un d'aussi jeune, les compliments et les remerciements sincères de la maison d'Ulnar vous font monter le rouge aux joues. Le roi lève la main pour intimer le silence. Vous avez accompli tout ce que le Summerland pouvait espérer d'un fils loyal. Mais notre nation a encore grand besoin de vous. Le maître des ténèbres, Zagarna, a retrouvé tout son pouvoir et son ambition ne connaît pas de limite. Notre unique source d'espérance réside au Durénor, où se trouve l'arme qui, il y a très longtemps, a vaincu les maîtres des ténèbres. Loup solitaire, vous voici à présent le dernier représentant de l'ordre Caille. Vous seul maîtrisez les disciplines susceptibles de nous sauver. Je me vois donc contraint de vous demander de vous rendre au Durénor et de nous rapporter le glaive de Sommer. Il n'y a en effet qu'avec l'épée du soleil offerte par les dieux que nous avons une chance d'écraser le vil Zagarna, maudit soit-il, et de sauver notre terre si chère à nos cœurs. Si, conformément au vœu du roi Ulnar, vous acceptez de partir au Durénor en quête du légendaire glaive de Sommer, lancez-vous dans la nouvelle aventure que vous propose le deuxième volume de la série Loup solitaire, la traversée infernale. Eh bien voilà, ouf, vous ne le voyez pas, mais une goutte de sueur perle sur mon front. Je suis soulagé d'avoir réussi cet épais volume. Alors pour tout vous dire, je ne l'ai pas trouvé, alors c'est le deuxième essai, et sans forcer, on le réussit. Alors c'est vrai que c'est le premier volume, et certainement que Jeu de Verre peut-être a signé un premier volume peut-être un peu plus facile pour donner envie de lire la suite et que ce ne soit pas trop délicat. Je vous fais part de mon avis avant de faire une petite vidéo peut-être de test, parce que c'est amusant de faire des petites vidéos de test, mais de toute évidence, le Jeu des Vers avait un talent de conteur et même si c'est un petit peu vieilli, on s'y croirait, si vous voulez. Donc on a réellement traversé le Summerland pour se rendre à Omgar et je trouve que les choix sont assez équilibrés. C'est pas trop linéaire. J'ai senti qu'il y avait plusieurs chemins possibles à différents moments, à l'exception de la partie dans le manoir, dans la forteresse Sky, qui m'a paru là, par contre, très linéaire. Alors tous ces noms, les Glock, les Kars, Zagarna, tout ça sent bon les années 80. C'est un brin naïf, mais c'est appréciable et j'ai très envie, pour tout vous dire, de passer au second tome. Et si vous m'interrogez à un instant T, j'ai très envie de faire les 29 tomes qui restent pour l'instant tout au moins. Alors, si on jette un œil sur peut-être les archives du Manyamund, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez survécu à cette redoutable aventure. Vous êtes parvenu à échapper au Maître des Ténèbres et à prévenir le roi Ulnar de la disparition tragique de l'Ordre Caille. Vous avez fait preuve d'habileté, d'endurance et de volonté, et les enseignements de vos défunts Maîtres Caille se sont révélés fort utiles.
Pour relever les nouveaux défis qui vous attendent, il vous faudra encore améliorer vos connaissances du Magnamund et de ceux qui menacent votre monde. C'est pourquoi, en récompense pour vos hauts faits, vous allez avoir accès à ces précieuses archives. Parcourez-les attentivement, car les informations qu'elles contiennent pourraient bien vous sauver la vie au cours d'une aventure future. Écoutez, c'est à lire. Alors, est-ce que c'est long? Bon, c'est pas très long, hein. Bah non, c'est même très très court. Écoutez, si vous ne voulez pas le lire, je vous renvoie à vos activités habituelles en vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère que vous n'avez pas fait trop d'avance rapide et de m'avoir suivi sur cette aventure, moi, qui m'a passionné. Honnêtement, c'est encore plus passionnant qu'un film à la télé. C'est clair et net, enfin de mon point de vue. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Si par contre vous souhaitez, comme moi, compulser ces archives du Magnamund, vous pouvez rester encore un petit instant sur la vidéo. Votre quête vous a mené sur les sentiers du Magnamund septentrional, l'un des 3 continents de la planète Magnamund. Parmi les lieux que vous avez arpentés, certains sont riches d'une histoire mouvementée qu'il vous est désormais permis de découvrir. Le royaume du Summerlune. Également connu sous le nom de royaume du soleil, le Summerlune est situé au nord du Magnamund septentrional, à l'est des monts Dunkrag qui marquent la frontière avec l'empire des maîtres des ténèbres. Le royaume fut fondé il y a près de 1700 ans par les habitants des îles Summer, après que les dieux du bien, Ishir et Kai, les avaient convaincus d'abandonner leur archipel pour s'installer sur le continent et y défier les maîtres des ténèbres. Les Sommerlandois entreprirent alors le grand voyage à travers l'océan septentrional. À peine débarqués, ils infligèrent leur première défaite aux maîtres des ténèbres et les renvoyèrent au-delà des monts Dunkarg. Les maîtres des ténèbres jurèrent de détruire ce peuple, mais même le plus puissant d'entre eux, Vashna, s'en montra incapable. Depuis lors, les successeurs rêvent de prendre leur revanche. Holmgar. Défendue par d'impressionnantes fortifications, la cité de Holmgar est l'une des plus grandes et des plus prospères villes humaines du Magnamund. Cet immense port s'étend vers l'est de part et d'autre de l'embouchure du fleuve et l'Édile. Parcouru de tunnels et de canaux souterrains, le secteur nord-ouest comprend la vieille ville qui abrite l'imposante citadelle royale. Le temple de Romas. Ces ruines, situées à l'est du monastère Kai, au cœur de la forêt de Frielund, sont peut-être les plus anciennes de tout le Summerlund. Le temple fut édifié il y a plus de 7000 ans par les arboristes de Botar, un peuple de druides protecteurs de la nature. Les arboristes de Botar provoquèrent la chute des malfaisants druides de Senner, mais ces derniers se vengèrent en détruisant Romas. Seul le sanctum de ce magnifique édifice demeure intact, préservé par les forces de la nature. Alors je crois qu'on est passé dans ce temple lors de ce volume. Personnages et groupes notables. À travers les âges, l'histoire de Magnamund a été marquée par les actions héroïques ou maléfiques d'un grand nombre de personnages dont certains sont aujourd'hui célèbres. Au cours de votre aventure, vous avez certainement été amené à en croiser. Loup solitaire. Landar Vargan est né il y a près de 15 ans dans le charmant village de Dage, au sud-ouest de la grande cité de Torrent. Il commença très tôt à manifester des capacités surnaturelles qui lui valurent de recevoir le plus grand honneur qui soit pour un fils du Summerland, être sélectionné par l'ordre Kai pour aller étudier dans son monastère, qu'il intégra peu avant ses 7 ans. Il fut confié aux bons soins du maître Kai, Faucon de Tempête. Les maîtres Kai lui choisirent un nouveau nom, Loup Silencieux. À la mort de Faucon de Tempête, Loup Silencieux fut placé sous la responsabilité de maître Feu Stellaire. Mais il perdit tout intérêt pour les cours qui lui étaient prodigués, jusqu'au matin fatidique où commence cette aventure au cours de laquelle il gagna son nouveau nom, Loup Solitaire. L'ordre Kai. Fondé il y a environ 1200 ans, l'ordre Kai permet à de jeunes Sommerlandois élus de développer leur pouvoir. Car des siècles plus tôt, le dieu Kai offrit à une fraction de la population d'extraordinaires facultés appelées disciplines Kai, qui font d'eux des combattants exceptionnels.
En temps de guerre, les maîtres Kai sont amenés à diriger les armées du Summerland et les seigneurs Kai de moindre rang à renforcer leur rang. En temps de paix, ils s'entraînent sans relâche dans leur monastère situé dans les contreforts des monts Durnkrag. La confrérie de l'étoile du cristal. Durant le grand voyage des Summerlandois, la déesse Ishir leur fit un présent. Les plus doués se virent dotés de la capacité à pratiquer la magie blanche. Ils créèrent une guilde établie dans la cité de Torrent, la confrérie de l'étoile de cristal. Leurs sortilèges sont une forme cristallisée de magie et leurs pouvoirs proviennent des étoiles. Tous les frères de l'étoile de cristal portent ainsi des pendentifs cristallins en forme d'étoiles aux multiples branches. Un an avant la chute du monastère, un puissant magicien du nom de Vonotar s'est déclaré en faveur de l'étude de la magie noire. Devant le refus du maître de guilde, Vonotar a renié la confrérie et assassiné Loren, l'un des anciens, avant de prendre la fuite. Il a ensuite été prouvé que Vonotar avait révélé quantité de secrets au maître des ténèbres, favorisant ainsi la destruction du monastère. Monstres et créatures. Au cours de votre quête, de nombreuses créatures se sont dressées sur votre chemin. Ces rencontres n'avaient vraiment rien de plaisant. Peut-être les avez-vous vaincus, peut-être êtes-vous parvenu à fuir avant qu'il ne soit trop tard. Dans tous les cas, vous n'avez certainement pas eu le temps d'en apprendre beaucoup sur leur compte. Les Glocks. Petites, courtes, sur pattes et râblées, ces hideuses créatures humanoïdes disposent d'une grande force physique et d'une résistance incroyable. Elles sont également capables de voir de la nuit. Les Glocks sont produits en masse dans des fosses à reproduction par les maîtres des ténèbres pour leur servir d'esclaves ou de soldats, mais aussi de nourriture pour leurs serviteurs plus puissants. Les Glocks des montagnes, les plus agressifs, constituent le gros des troupes des maîtres des ténèbres et sont divisés en de nombreux régiments, comme les Kagazeg, qui chevauchent des loups maudits, ou les Orgadak Tagim, qui montent des crans. Ça fait penser au Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas ? Lorsque leurs chefs viennent à être éliminés, le courage des Glocks s'effondre et ils prennent la fuite. Pour pallier cette faiblesse, les maîtres des ténèbres font appel à des Gourgas, d'énormes lézards anthropophages, bipèdes, originaires des marais de Makenmir, dont la cruauté n'a d'égal que la puissance. Ils sécrètent de surcroît avec leur queue une odeur qui plonge les Glocks dans une frénésie guerrière irrésistible. Et enfin les crans. À l'instar des Glocks, ces reptiles volants géants aux ailes membraneuses de chauve-souris et aux dents acérées sont produits dans des fosses à reproduction par les maîtres des ténèbres. Lorsqu'ils séjournent à l'abri des monts Durnkrag, ils se nourrissent principalement de viande de Glock, mais ils préfèrent largement la viande de cheval ou la chair humaine. C'est assez inquiétant. Eh bien voilà la série qui existe. Effectivement, je pense que le 30 est au bord de l'abîme et le dernier volume. Donc moi, je me suis arrêté au Tyran du désert. Quand j'ai arrêté les livres dans l'euro, il me semble qu'on était rendu au Tyran du désert, mais j'avais énormément apprécié me glisser dans la peau de loup solitaire et je vais bien sûr refaire la même chose, toujours en collaboration avec Forge Divine. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Encore merci d'avoir été là. Sachez que ça a été très plaisant pour moi. Et puis j'espère que vous avez profité comme moi de cette aventure, de cette première aventure de loup solitaire. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt sur la chaîne.